Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, je vous remercie de m'avoir invité pour vous parler de ce problème épineux qu'est la médecine coloniale. Je n'ai pas besoin de définir le terme de médecine et encore moins le terme de colonial. Cependant, je dois rappeler le serment d'Hippocrate qui se ritualise, qui s'imprime à la fin des thèses de doctorat en France, par exemple, à la faculté de Montpellier, qui est la première à faire un long serment d'Hippocrate en latin, au nom de Dieu, en 1804, puis en français, au nom de l'être suprême, en 1872. Que dit le serment? Il dit tout simplement que, en résumé, je dirigerai le régime des malades à leur avantage, suivant mes forces et mon jugement, et je m'abstiendrai de tout mal et de toute injustice. Je ne remettrai à personne du poison, si on m'en demande, ni ne prendrai l'initiative d'une pareille suggestion. En pratique, nous allons voir que ce serment a été bien respecté par certains médecins, mais nous allons voir aussi, ou essayer de savoir si ces mêmes médecins, si certains médecins opérant en Afrique du Nord par exemple, durant la période coloniale, s'ils ont respecté ce serment, ou si au contraire, ils s'étaient octroyés des comportements indignes sur les enfants d'Avicenne, de Ahmed ibn Jazar et de Zahraoui. Pour rappeler l'histoire de la notion d'indigénat dans le domaine des sciences humaines, localement ou à certaines époques, le terme indigène dans le domaine des sciences ethnologiques et historiques a pu prendre une connotation péjorative, désignant des individus ou des arts non civilisés, ou avec un sens équivalent à celui de barbare ou de sauvage, en particulier en Amérique du Sud du XVIIe siècle. Indigène, puisque ce terme va être longuement utilisé dans cette médecine coloniale, qui sont-ils? En fait, la première utilisation connue du mot indigène date de Rabelais en 1532, selon le latin indigena, mais il ne devient d'usage courant qu'après le siècle suivant. Bien, pour un problème aussi épineux, je ne dirai rien qui soit de moi, et je ne ferai que citer ou lire les textes que ces médecins ont écrits, ou que des médecins ont écrits à leur usage. Le docteur Beg. Description d'un tableau ethnique. Psychologie de l'oriental, du musulman, plus tard de l'indigène. Diagnostic étiologique, 2 points. Ici, le climat, ailleurs la race, le système nerveux, le diencéphale, etc. C'est une démarche médicale type qui va former la trame des travaux de psychiatrie algérienne, surtout, avec une définition de la mentalité orientale clairement tracée en miroir, en négatif, de l'occidental, donc jouissance du corps. Fatalisme, hébétude, apathie et insouciance. Il rajoute, l'importance d'un climat chaud devient source d'un engourdissement habituel des fonctions du système nerveux, d'une demi-hébétude des fonctions intellectuelles,
de la torpeur des puissances actives de l'être moral. Le fatalisme qui caractérise cet indigène. Ainsi, le fatalisme, conséquence directe du climat chaud, rend compte de la nature insouciante et apathique des orientaux, de leur penchant à la mollesse, de l'aversion insurmontable qu'ils éprouvent pour toute fatigue du corps ou de l'esprit. Il rajoute en plus l'influence des pratiques de la religion. De semblables exercices doivent donner lieu à un raptus de sang vers le cerveau, dont l'effet immédiat est de produire la stupeur, les convulsions, en même temps que l'imagination exaltée outre mesure est jetée hors de ses gonds et s'abandonne à un véritable délire maniaque momentané. La répétition de ces exercices amène tôt ou tard une sorte d'état chronique et de folie permanente. La désorganisation des facultés morales est rapide et la démence ne se fait pas attendre. Un Italien, Cesare Lombroso, 1835-1909, auteur de L'homme criminel. Ses théories étaient fortement marquées par la théorie de la dégénérescence, par le racialisme et le transformisme. Il considérait ainsi que l'humanité avait évolué en partant des Noirs vers les jaunes et enfin les Blancs. Mais le plus illustre de cette école psychiatrique d'Afrique du Nord, qui va définir véritablement cette médecine coloniale, c'est Antoine Porot, né en mai 1876 à Chalon-sur-Saône et mort le 22 février en 1965, donc c'est récent, à Ris-Orangis. Il est le fondateur de l'école psychiatrique d'Alger et de la théorie raciste du primitivisme. Nous allons voir que ce fondateur décrit en particulier dans son article de 1918 les indigènes comme un bloc informe de primitifs profondément ignorants et crédules pour la plupart. Parlons de l'indigène. Voici comment il le définit. Hâbleur, menteur, voleur et fainéant, le nord-africain musulman se définit comme un débile hystérique, sujet de surcroît à des impulsions homicides imprévisibles. Je rappelle qu'Antoine Porot a commencé par travailler à Tunis. En 1932, il déclare que l'indigène nord-africain, dont le cortex cérébral est peu évolué, est un être primitif dont la vie essentiellement végétative et instinctive est surtout réglée par le diencéphale. Ces travaux sont dans la continuité de ceux du Turinois Cesare Lombroso que nous avons évoqué tout à l'heure. Ces cours et ces théories sont à l'origine de toute une génération de psychiatres qui donneront par leurs travaux un coup version scientifique au colonialisme français en Afrique du Nord. Et tout au long de la colonisation, de sa mise en place à la guerre d'indépendance, une littérature savante ou profane va tracer un portrait péjoratif de l'indigène nord-africain. Cela va fournir aux colons européens la justification de leur existence et de leur mainmise sur le pouvoir. C'est une psychiatrie révélatrice. Il s'agit là d'une constante des sciences humaines officielles dans laquelle la psychiatrie, au même titre que les autres disciplines, a tenu sa partition, ce qui tire son importance de ce qu'elle demeure vivante dans les stéréotypes populaires d'aujourd'hui qui stigmatisent l'homme maghrébin. Mais déjà en 1843, bien avant, donc Moreau de Tours publie ses recherches sur les aliénés en Orient. Le docteur Furnari et autres, avec beaucoup d'écrits qui ne feront que compléter cette théorie
race inférieure. Qu'est-ce qu'une race inférieure? À travers l'hypothèse d'une soudure plus précoce que chez l'Européen, race supérieure, des sutures crâniennes. Ici, surgit un rapport entre l'infériorité du cerveau, prématurément comprimé, et celle de l'esprit. Cependant qu'on y trouve aussi la clé de la puissance génésique surdéveloppée de l'arabe, qui, s'il a de l'animal les instincts, en prend aussi les habitudes. Je ne fais que relater des écrits de ces fameux auteurs. Qu'est-ce qu'un arabe? Pour ces auteurs, se caractérise par sa criminalité. L'arabe est essentiellement voleur par habitude, par tempérament, parfois par besoin. On peut voir dans le fort pourcentage de crimes de sang peut-être une question de race. Bien sûr, il y a de nombreuses caricatures, de nombreux dessins, de nombreuses représentations. J'aurais pu vous amener des milliers de ces dessins. Je ne ferai que remettre ce nom de Bamboula avec ses deux caisses de bananiers, etc., fort célèbre en France. L'inspecteur général Constant. En 1873, l'inspecteur général Constant, je rappelle que l'Algérie a été occupée en 1830 et que la Tunisie le sera rapidement en 1881, l'inspecteur général Constant, intervenant à la société médico-psychologique, mettra quant à lui l'accent sur l'extrême dangerosité des aliénés arabes qu'on est obligé de traiter comme des bêtes féroces. Dans les notes de psychiatrie musulmane de Porot, qui a été fondée sur de nombreuses et minutieuses observations cliniques, fruit d'une longue pratique en Tunisie puis en Algérie, la thèse qu'elle présente est simple. Je l'avais dit, hâbleur, menteur, voleur, fainéant, il se présente comme un débile hystérique face à des impulsions homicides imprévisibles. Quant à la dangerosité, cette dangerosité impulsive est le signe d'un état d'infériorité cérébrale native inhérent à la race et qui, chez nos malades du continent, ne se retrouve quelquefois que parmi les dégénérés les plus inférieurs. Dès lors, le musulman est une silhouette médiocre du prophète. C'est un homme incapable de naviguer, mais qui sait se servir de marin non musulman. C'est un homme incapable de devenir un musicien de mérite. C'est un homme qui ignore la mécanique, les arts, l'astronomie, les mathématiques. C'est car Mahomet les ignorait. C'est un homme qui ne peut subsister que dans les régions exceptionnellement chaudes et fertiles, où le travail manuel indispensable pour assurer la subsistance des hommes soit réduit à un minimum. Les musulmans néo-français devront donc faire preuve à l'égard de la France d'un parfait loyalisme en face des éléments indigènes, maintenant à tout prix une race européenne forte au génie prépondérant, à la puissance inattaquable, jalouse de ses droits et de ses devoirs. Ne nous laissons pas africaniser. À cette seule condition capitale, notre race conservera pour un grand nombre de siècles à venir son énergie, ses facultés créatrices et ordonnatrices, tout ce qui fait sa force et sa beauté. Voici une carte de l'empire colonial français, pratiquement une extension en Europe, en Afrique, en Océanie, en Amérique du Sud,
En 1935, au congrès des aliénistes, l'indigène, voici ce que disait Porot, l'indigène gros débile mental dont les activités supérieures et corticales sont peu évoluées, et surtout un être primitif dont la vie essentiellement végétative et instinctive est surtout réglée par son diencéphale. Le moindre choc psychique se traduit surtout par des démonstrations de type déencéphalique, beaucoup plus que par ses réactions psychomotrices complexes et différenciées. Après l'indépendance, Porot revient en France, il y poursuit son travail, tout comme ses élèves d'alors, ainsi que son fils Maurice Porot. Son manuel a connu au moins 5 éditions, voilà qui est bien intéressant. Il comporte nombre d'articles prêtant à controverse, car biaisés par son approche raciale. Les articles rédigés par Henri Aubin, son élève, comportent pour certains, notamment celui sur le primitivisme, des propos réduisant l'indigène à un être inférieur. Ces articles ainsi biaisés étaient toujours en l'état en 1969, lors de la 4e édition du manuel. Qui est Henri-Emmanuel Marie Aubin? C'est un psychiatre français, élève d'Antoine Porot, et il fut un pionnier de l'ethnopsychiatrie française, fournissant des contributions notables sur la divination, la magie et le primitivisme. Et c'est sous la conduite d'Antoine Porot qu'il a contribué aux travaux de l'ethnopsychiatrie, dans un contexte de domination coloniale et dans une approche imposant le traitement différencié de patients d'origine métropolitaine par rapport aux patients autochtones. Ces écrits de l'époque sont depuis considérés comme relevant d'un racisme scientifique. Nous allons essayer de voir ce qu'il en est de Charles Nicolle. Charles Nicolle, autour duquel nombre de discussions ont été fomentées, houleuses, en Tunisie. C'est un médecin microbiologiste français. Et voici ce qu'écrit Maurice Huet, biographe de Charles Nicolle, dans son livre Le pommier et l'olivier. Il dit 2 remarques, c'est Maurice Huet qui l'écrit, 2 remarques. La première est que nous n'avons pas le droit de condamner ceux qui ont autrefois soumis des hommes à des essais qui nous paraissent aujourd'hui révoltants, tout au moins inacceptables. Nous devons au contraire nous féliciter des progrès de l'éthique médicale. La deuxième remarque est que les travaux de Charles Nicolle ne sont pas les seuls exemples de l'expérimentation sur l'homme à cette époque. En arabe, on dit « J'ai privilégié ce savant parce qu'il ne s'en est jamais caché ». C'est Charles Nicolle qui a révélé cette expérimentation sur l'homme. Et quels hommes? C'étaient les indigènes. Au contraire, il s'est longuement expliqué à ce sujet dans ses leçons au Collège de France, regroupées sous le titre de l'expérimentation en médecine. Toujours Maurice Huet, voici donc un aperçu de l'expérimentation sur l'homme jusqu'à la mort de Charles Nicolle en 1936. Simple aperçu, car aucune enquête sur cette question ne saurait être exhaustive. De nombreux essais sur l'homme ont été passés sous silence, surtout ceux qui ont conduit à des désastres. Je vous laisse le soin de bien lire cette diapo. Charles Nicolle, écrivant à sa mère, il ne nie pas qu'il parle d'indigènes différenciés, en faisant la différence entre les indigènes,
c'est-à-dire les habitants autochtones du pays, des autres. Mais il y a eu un psychiatre tunisien qui, lui, a révélé ces expérimentations de Charles Nicole. Charles Nicole, pour lequel Selm Shedli fut un téméraire adversaire. Odieuses sont les expérimentations inhumaines et inutiles faites sur les pauvres mineurs, confiés aux bons soins de l'administration. C'est dans la cornée de ces pauvres démons, parfois guérissables, camisolés, qu'on injecte le trachéum expérimental, et cela pour le profit des médecins particuliers n'appartenant pas à l'hôpital et non pour le progrès de la psychiatrie. Il s'agit des expérimentations de Charles Nicole, mais aussi des autres, bien entendu. Au besoin, je laisserai la parole à d'autres plus qualifiés que moi pour décrire le scandale qui s'opère dans cet hôpital et qui nuit. Cet hôpital, c'est Razi. C'est l'hôpital psychiatrique d'Razi. Pour décrire le scandale qui s'opère dans cet hôpital et qui nuit au bon renom de la France, au mépris du droit dont elle y est investie et du devoir qui lui incombe dans ce pays. Voici ce qu'il écrit aussi. L'Institut Pasteur de Tunis a envoyé en 1939 son chef de laboratoire, une doctoresse russe, le docteur Hélène Sparov, pour inoculer aux malades, avec la complicité du médecin directeur, le typhus et la récurrente à l'aide de poux de rickettsia et de spiryl, dont ils ont aspergé ces pauvres malades inconscients livrés par leurs parents à l'administration responsable de l'hôpital pour les faire soigner, dans le but, dit-il, de les guérir de leurs troubles mentaux, sous prétexte de pyrétothérapie, dont les résultats n'ont jamais pu être que stériles et même aggravants. Toujours, Selm Shedli, à l'insu des parents de malades atteints de troubles mentaux à l'hôpital des maladies mentales de la Manouba. Il écrit aussi, l'Institut Pasteur de Tunis a envoyé en 1939 son chef de laboratoire, une doctoresse russe, Dr Hélène Sparov, pour inoculer aux malades avec la complicité du médecin directeur le typhus et la récurrente à l'aide de poux de rickettsia et de spiryl, dont ils ont aspergé ces pauvres malades inconscients. Il dit en particulier que ces deux confrères, l'un psychiatre, l'autre se retranchant derrière l'autorité de l'Institut Pasteur, se sont eux-mêmes livrés à des scarifications et des inculpations de cornée de malades, suivies de cécité. Ce traitement clandestin constitue une violence à la conscience humaine et la signature d'une ignoble crasseuse de la médecine élémentaire ou l'accomplissement d'un crime collectif sous le masque de la science psychiatrique et de l'autorité piétinée de Pasteur. La politique raciste, antisémite, mais à droite et perfide d'initiatives doctrinaires, à mon sens, étrangle dans ses mâchoires comme dans un étau de la Manouba Araba en passant par Alger, les paisibles et braves populations musulmanes nord-africaines. Mais la Manouba, c'est-à-dire l'hôpital de Razi, est la tête de pont du département neuromental d'un peuple dont le cerveau, le moteur, doit être faussé ou présenté comme tel au monde pour justifier à l'occasion telle situation illégale ou anormale. Ce n'est plus de la psychiatrie, mais une logique psychopathique. Le docteur Maréchal a commencé à percer les yeux de ces malades en inoculant dans leur cornée le virus du typhus sous prétexte de pyrétothérapie. Il en est résulté une mortalité qui a atteint jusqu'à 10 malades
par jour. Toujours à propos de Charles Nicolle, une assistante d'origine polonaise, mademoiselle Hélène Sparrow, que nous avons citée tout à l'heure, nommée à l'Institut Pasteur sur recommandation de Charles Nicolle, assurait la liaison entre le service des maladies infectieuses à la RAPTA, le conseil d'alors. Ernest Conseil d'alors. Les poux en boîte étaient nourris sur des malades de Razi et faisaient la navette entre RAPTA pour l'inoculation et d'autres malades psychotiques de Razi pour traitement. Plus édifiant et saisissant, les témoignages du personnel paramédical ayant travaillé dans cet hôpital au cours de la période coloniale, citons le seul exemple de l'emploi des électrochocs en 1943. Un infirmier témoigne, on étale les nattes à même le sol, on met les malades sur une table, on leur met un morceau de coton dans la bouche et on fait passer le courant électrique dans le malade. Mais pendant tout ce temps-là, il y a quand même quelques personnes qui ont fait autrement, qui ont agi autrement. Lucien Leclerc, par exemple, c'est un Français qui est venu s'installer en Algérie, qui s'est intéressé à la culture arabe, qui s'est intéressé à la langue arabe, qui a traduit un certain nombre de livres de l'arabe vers le français, et entre autres, il nous a laissé d'éminents livres, d'éminents ouvrages sur la médecine arabe.